Toujours une femme, c'est le podcast qui explore les mille et une façons de vivre pleinement épanouie après une agression sexuelle. Je suis Natacha et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que j'aurais voulu entendre après l'agression sexuelle que j'ai vécue à l'adolescence. Comme beaucoup de femmes, j'ai cru pendant de longues années que je ne m'en sortirais jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai une vie pleinement épanouie, particulièrement au niveau de ma sexualité. C'est possible. Seule ou avec mes invités témoins et experts, je donne à chaque épisode des clés pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dans laquelle tu te sens libre, puissante et épanouie. Bonne écoute! Aujourd'hui, je te présente Angelina qui témoigne de son parcours de résilience suite à l'agression sexuelle qu'elle a vécue quand elle était au collège. Une histoire hyper inspirante. Je suis ravie de te proposer cet épisode aujourd'hui parce qu'on a abordé plusieurs sujets très importants. Tu découvriras dans cet épisode comment elle a vécu la sortie de son amnésie traumatique, les différentes étapes qui lui ont permis de parler et aller mieux, et ce que le fait de déposer plainte a provoqué chez elle. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour et bienvenue Angelina. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être là aujourd'hui avec moi. Comment tu vas ? Merci à toi. Ça va et toi ? Ça va super. Je suis super contente de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, pour nos auditrices ? Alors, donc du coup, je m'appelle Angelina, j'ai 24 ans. Je suis comptable de profession. Super, merci. Avant de commencer, je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Qu'est-ce que ça évoque pour toi, toujours une femme ? Ça évoque pour moi la libéralisation de la parole, oui, ça se dit comme ça, de pouvoir justement parler et de savoir qu'il y a d'autres gens qui nous comprennent, qu'il y a d'autres gens qui ont vécu les mêmes choses que nous, qu'on n'est pas tout seul, et qu'on n'est pas quelqu'un d'anormal, une espèce bizarre, voilà. Ok, merci. Merci pour ta réponse. C'est assez drôle de voir que chacun entend des choses différentes dans cette appellation. J'aime bien poser cette question. Du coup, si on se parle aujourd'hui, c'est parce que tu as vécu, toi, une agression sexuelle dans ton adolescence. Et du coup, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'être là aujourd'hui et de participer à ce podcast ? Ce qui m'a donné envie de participer, c'est justement justement d'en parler, de pas rester dans son coin et d'en parler et de pouvoir avoir d'autres personnes qui puissent venir m'en parler aussi en retour, me dire, pouvoir justement échanger sur ce sujet-là, parce que dans le quotidien c'est pas toujours facile d'en parler avec des personnes, même des personnes de son entourage, etc. Et même quand on en parle avec eux, c'est toujours délicat c'est tellement un sujet sensible que même si tu sais que ça leur est arrivé, t'as pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Donc des fois c'est bien aussi de pouvoir parler à des inconnus et de pouvoir échanger là-dessus et de montrer aussi que c'est possible, que tout ce que c'est possible, que même si c'est difficile d'en parler au début, on peut toujours ça change en fait, c'est pas une fatalité parce que moi au début j'étais incapable de prononcer un mot là-dessus, de dire à quelqu'un j'ai vécu ça. C'était incapable, j'aurais jamais pensé en être là aujourd'hui et du coup montrer que c'est possible et donc voilà. Et bravo pour ça et merci du coup de faire cette démarche-là parce que effectivement c'est hyper important de montrer que on peut parler et je pense qu'on va beaucoup parler de ça aujourd'hui dans l'épisode, que parler ça a vraiment une importance et ça peut vraiment beaucoup aider. Donc du coup, tu m'as un petit peu expliqué en off avant au moment de préparer cet épisode que tu avais vécu donc une agression sexuelle dans ton adolescence, mais que tu t'en étais pas souvenu avant un certain âge. D'ailleurs, je sais pas à quel âge exactement. Je ne sais pas non plus exactement. J'aurais dit 20 ans. C'était peut-être 21 ans. C'était il y a à peu près 3 ans et demi que je m'en suis souvenu. D'ailleurs, je m'en suis souvenu à peu près en 2 fois. C'est un peu spécial. Je m'en étais rappelé en fait parce que la personne qui m'avait fait ça m'avait demandé en ami sur Facebook. Donc ça m'avait tout remonté les souvenirs en moi. J'en avais parlé à mon petit copain de l'époque et il avait super mal réagi.
Et du coup, j'ai totalement fermé le sujet. Je lui ai dit, enfin, il m'avait dit, faut que tu portes plainte, faut que, moi, je vais en parler à ta mère. Si toi, t'en parles pas à ta mère, moi, je vais le faire et tout. Du coup, je lui ai dit, si tu fais ça, on n'est plus ensemble. Donc, du coup, il a fermé le sujet et moi, j'ai fermé le sujet aussi de mon côté. En fait, j'ai tout réoublié jusqu'à il y a 3 ans et demi où là, je m'en suis souvenue. Et pareil, d'un coup, encore comme ça, je m'en suis souvenue. Et là, j'ai pas refait enfin, j'en ai parlé à mon copain actuel et il a pas mal réagi. Et du coup, j'ai pas, refoulé ça encore une fois. Tu dis c'est spécial, mais en fait c'est assez courant ce que tu décris, de se rappeler, d'avoir des bribes de souvenirs et puis de le ranger dans sa petite boîte et puis C'est que ça exactement ressorte. ça. Ouais. Moi, j'ai vécu la même chose. Moi, ça a mis 16 ans. Alors, je sais pas si je pourrais dire que j'ai vécu une amnésie traumatique, mais il y a vraiment eu des moments où c'était complètement oublié et des Ouais, c'est moments où ça. ça revenait. Et je pense que c'est très courant de vivre ça. Donc, si vous nous écoutez et vous pensez que c'est anormal et que c'est spécial et que vous vous en voulez de vous en être souvenu et de l'avoir de nouveau renfoui, c'est tout à fait courant et c'est tout à fait normal. C'est exactement. Et comment, du coup, avant que ces souvenirs reviennent, c'était quoi ta vie de tous les jours? Comment elle était ta vie avant ces souvenirs? Bah, ça allait, mais au moment où je m'en suis souvenue, ça allait vraiment mieux dans ma vie. Mais un petit peu avant, c'est là où ça a commencé déjà au niveau de la sexualité, où ça allait déjà beaucoup moins bien. Et je pense que c'est parce qu'en fait, mon ex, il avait des gestes qui me rappelaient ce que j'avais vécu, mais j'étais pas capable de m'en souvenir vraiment. Donc juste, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais je savais pas quoi. Je me sentais pas forcément bien, etc. Mais je savais pas forcément quoi. Okay. Et du coup, finalement, il y avait quelque chose qui se passait, mais t'arrivais pas à faire de lien parce que t'avais pas les souvenirs, quoi. C'est ça, exactement. Ok. C'est quel genre de réaction que t'avais, du coup? C'est baisse de libido, c'est quand il s'approche, être complètement fermé être de plus en plus fermé sur la sexualité, parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Ça s'est fait vraiment petit à petit jusqu'à être quand même assez bas, quoi, et à pas aimer quand il s'approche de moi, des choses comme ça, quoi. Ça, c'était avant que tu t'en souviennes, du coup. Oui, c'était avant que je m'en souvienne, ouais. Ok. Et du coup, quand tu t'en es souvenu, comment tu l'as vécu, en fait, de te rappeler de ce qui s'était passé? Pas forcément pas très bien. Enfin, déjà, je pense qu'au début, j'ai été vraiment sous le choc, entre guillemets, en mode, est-ce que c'est vraiment possible que j'ai vraiment vécu ça? Enfin, à me sentir pas bien, enfin. Et du coup, j'en ai directement parlé à mon copain, et donc après, ça c'est après j'ai réalisé petit à petit, mais j'ai vraiment mis beaucoup de temps même à réaliser que que c'était possible que ça me soit arrivé. Rien que le fait que ce soit possible que ça me soit arrivé, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le réaliser. Et bon, c'est vrai que avant de me rappeler de ça, j'allais quand même beaucoup mieux au niveau de la sexualité. Enfin, je m'étais remise je venais de me mettre avec mon copain actuel, donc les débuts de relation, ça va toujours bien. Donc ça allait quand même beaucoup mieux au niveau sexualité. Et du coup, après m'en être souvenu, c'est là où ça a recommencé du coup à rebaisser pareil petit à petit, et jusqu'à là être pire qu'avant, où avant c'était déjà pas forcément bien, même avec mon ex. Là, ça a commencé à être vraiment total, enfin plus du tout. Et là vraiment, limite, il s'approchait de moi juste pour me faire un câlin. Je revivais je me souvenais en fait comme quand je m'étais souvenu, comme quand ça m'était revenu mes souvenirs. Je revivais à peu près la même chose, mais sans savoir vraiment l'expliquer, parce que c'est difficile d'expliquer des souvenirs, ce qu'on ressent avec des souvenirs, c'est vraiment difficile à expliquer. Donc voilà, c'était un peu compliqué. T'avais l'impression d'être replongée dans la situation? Oui, ouais, c'est ça. J'avais l'impression de me ressentir comme quand ça m'arrivait quand j'étais au collège, quoi. Donc c'était très 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 compliqué cette période-là. Le principe du stress post-traumatique, c'est d'être replongé dans le souvenir directement, comme si on était en train de le revivre. Et ça, c'est absolument pas quelque chose qu'on peut contrôler sur l'instant. C'est des choses qui peuvent se travailler, mais c'est pas du tout des choses qu'on peut contrôler. C'est contre notre volonté, parce qu'il y a tout un mécanisme physiologique et psychologique qui rentre en jeu à ce moment-là. C'est ça.
Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Donc, tu l'as un petit peu expliqué, au niveau de ta sexualité, ça a eu des conséquences. T'es resté avec ça combien de temps avant d'essayer de faire quelque chose? Ben, très longtemps quand même, puisque déjà j'en ai parlé à personne à part mon petit copain actuel, pendant très 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 longtemps. J'avais essayé d'aller voir quelques Ça t'appelle professionnels. très longtemps. Enfin très longtemps, oui, après tout est relatif, c'est sûr. Bah, je pense que j'ai commencé à en parler, à peu près un an après, à vraiment en parler à d'autres personnes autour de moi et pas que à mon copain. Donc j'ai vécu avec ça où ça allait pas du tout dans ma vie et j'arrivais pas à en sortir. Donc j'ai commencé à essayer d'en parler un peu je voyais des professionnels par exemple, mais c'était toujours délicat, enfin par exemple des professionnels qui te posent des questions sans que toi tu en parles, mais qui te disent est-ce que t'as déjà vécu des choses comme ça dans ta vie, etc. Et moi j'étais vraiment sur la défensive parce que je voulais pas en parler, j'étais pas capable de dire oui ça m'est arrivé. Donc c'était très délicat. Quand tu te dis des professionnels, c'est quel genre de... Par exemple une sage-femme, ou même quand tu vas faire des tests pour te faire dépister au cas où, pour vérifier si t'as pas de problème de santé à ce niveau-là. Des fois moi on m'avait posé la question et là j'avais été vraiment très très sur la défensive. J'avais dit de toute façon qu'est-ce que ça fera si oui ou non, enfin qu'est-ce que ça changera, en mode vous pourrez rien faire. Donc j'étais vraiment hyper sur la défensive, mais là c'est là où c'est bien parce que les professionnels, des fois on tombe sur des bons professionnels et des fois sur des beaucoup moins bons professionnels. Et là, j'étais tombée sur un super professionnel, donc j'avais été très sur la défensive, j'avais rien dit du tout, enfin, j'avais ni dit oui, ni dit non, même si bon, je pense qu'il s'était quand même douté pour que je réagisse comme ça, que voilà. Mais il a été super, il m'a dit, moi je sais qu'il y a d'autres professionnels qui veulent pas du tout en parler, même des gynécos, des fois ils s'en rendent compte pendant la consultation que la personne, elle a déjà vécu des choses comme ça, mais vu qu'ils savent pas comment quoi faire, parce que c'est tellement difficile, tu peux rien faire en soi sur des choses comme ça, et du coup en fait ils disent rien, donc ils sont pas capables, et du coup ils disent moi je préfère en parler, même si en soi c'est sûr que je peux rien faire, mais on peut toujours aider. Et d'ailleurs ce professionnel là je l'ai recontacté un an et demi après, je l'ai recontacté pour lui dire est-ce que vous avez des professionnels à me conseiller ou des choses à me conseiller pour aller mieux à ce niveau-là, machin. Enfin, c'était vraiment super, c'est vraiment quelqu'un de super bien. Enfin, et pareil, j'avais vu une sage-femme, et c'est à partir de la sage-femme que j'ai eu une consultation avec la sage-femme que j'ai commencé à en parler autour de moi, à des amis ou de la famille, quoi. Au départ, t'étais pas tellement dans une démarche d'en parler, c'est juste que au fil de certaines consultations médicales qui n'avaient pas de rapport avec une agression sexuelle, il y a des professionnels qui ont parlé du sujet, et donc petit à petit, ça t'a ouvert à l'idée que c'était possible d'en parler à quelqu'un. C'est ça, mais j'étais quand même j'avais quand même envie d'en parler, mais j'étais pas capable de le faire. Ça, j'avais envie d'en parler, mais j'étais incapable même à l'écrit de le dire, donc du coup, à l'oral, c'était encore pire, et encore pire en face à face, quoi. Donc, mais j'avais quand même envie d'en parler, enfin, je sentais que j'avais besoin d'en parler, c'est surtout ça. J'avais besoin d'en parler, et c'est ce qui a vraiment, la consultation avec la sage-femme, c'est vraiment ce qui a marqué un tournant. C'est ce qui après m'a poussé à en parler à des gens de ma famille ou des amis, et à terme du coup à porter plainte. Qu'est-ce qui a été particulier, qui a été un déclencheur pour toi chez cette sage-femme, pas facile à dire, qui t'a vraiment, qui t'a amené du coup à aller en parler? Déjà je trouve, les sages-femmes dans la profession, je trouve qu'elles sont vachement humaines et vachement, elle t'en parle vraiment, elle m'a aidé en fait à en parler, elle a vu que ça allait pas, elle m'a aidé à en parler. Après je pense que par exemple le premier professionnel que j'avais vu c'était un homme, donc je pense que ça a joué aussi dans le fait que je me sente moins à l'aise pour en parler avec lui, que je sois un peu sur la défensive peut-être. Le fait que Jack soit une femme et elle était vraiment super douce. Elle m'a dit si c'est, il y a pas forcément, par exemple les examens gynécologiques sont pas obligatoires, donc vu que vous avez subi ça et que c'est pas facile pour vous, tout n'est pas obligatoire. Elle a vraiment été hyper rassurante par rapport à ça. Elle m'a dit ce serait bien que vous essayiez d'en parler, etc. Pas rester comme ça. Je peux vous conseiller des psys. En fait, il t'emmène vers d'autres professionnels
pour justement t'aider par rapport à ça, quoi. Ils te laissent pas comme ça en te disant bon bah t'as vécu ça, bon bah ok, je sais pas quoi faire, donc je dis rien. Enfin, les professionnels qui en parlent sont vraiment très très bien. Donc du coup, t'es tombé sur des professionnels qui en fait étaient pas du tout formés à ça et savaient pas du tout comment réagir, donc t'ont un petit peu laissé avec ça. Et à côté de ça, t'as rencontré des professionnels qui t'ont accueilli, qui t'ont amené à un petit peu en parler et qui en plus t'ont accompagné vers des professionnels comme des psys qui pouvaient du coup t'aider à aller vraiment libérer ta parole et commencer à en parler du coup. C'est ça, exactement. Ok. Et du coup, tu as parlé tout à l'heure de porter plainte. Qu'est-ce qui t'a amené, à partir du moment où tu as commencé à en parler, comment ça s'est passé derrière pour aller porter plainte? Enfin, c'était quoi le cheminement entre le moment où tu as commencé à en parler et le moment où tu as déposé ta plainte? Alors, le cheminement, c'est que en fait, j'en ai parlé à une personne, une personne très proche, une amie très proche. Et quand je lui en ai parlé, elle m'a dit moi aussi j'ai déjà vécu un truc similaire. Donc déjà ça m'a choqué parce que quand c'est des personnes proches, tu penses pas qu'en fait les personnes elles ont vécu ça, mais quand t'en parles, des fois en fait les gens ils disent si moi aussi j'ai vécu ça et tu le savais pas. Donc on en parle et à un moment je lui ai dit tu devrais porter plainte. Mais après je me suis dit mais c'est totalement hypocrite en fait de dire ça alors que moi-même je ne le fais pas. Et du coup, je me dis, si je veux l'inciter, elle, à le faire, il faut que moi, je le fasse aussi moi-même. Sinon, je peux pas, en fait... Donc, ça, déjà, ça m'a fait entre guillemets, un électrochoc. Et aussi, le fait que je lui avais dit, à chaque fois, en fait, j'ai envie... Parce que moi, c'est arrivé, en fait, dans un organisme, en fait, ce qui m'est arrivé, par une personne qui a autorité, entre guillemets. Et du coup je lui avais dit j'ai envie en fait à chaque fois d'appeler cet organisme pour savoir si déjà la personne travaille toujours là-bas, et parce qu'en fait j'ai pas envie que je me dis si ça arrivait à moi ça a pu arriver à d'autres personnes. Et du coup mon amie elle les a appelés pour moi parce que moi j'étais pas capable de le faire. Elle les a appelés pour moi et le directeur de l'organisme a dit oui forcément il a dit il faut des preuves, c'est des faits graves que vous dites là, etc. C'est pas des choses qu'on peut dire comme ça. Si c'est vrai, faut aller porter plainte. Et du coup au départ je me suis dit c'est facile à dire d'aller porter plainte, etc. Puis après en fait ça a fait germer vraiment l'idée en moi en me disant oui au final je vais porter plainte. J'ai vraiment vécu ça donc je vais porter plainte. Et c'est là où je me voyais pas aller dans un commissariat porter plainte, j'étais pas encore prête à ça. Enfin j'avais peur de porter plainte pour plein de raisons. Enfin j'avais pas envie que mon nom soit associé à ça, etc. Donc c'était assez difficile. Donc en fait j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé une plateforme, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais une plateforme du service public. Et qui parle donc en fait pour tout que ce soit pour violence conjugale ou pour harcèlement sexuel, agression sexuelle, etc. Et c'est une plateforme où en fait on peut en parler. Et du coup moi j'ai dit ce qui m'était arrivé, j'ai dit est-ce que c'est possible de faire quelque chose anonymement en fait. Et du coup ça pousse aussi à porter plainte parce que du coup il te demande d'expliquer un peu ce qui t'est arrivé, mais c'est à l'écrit. C'est un système de chat classique où même si on est avec des gens, on peut même cacher. Par exemple, si c'est violence conjugale, on peut même cacher pour que notre mari ou je ne sais qui ne puisse pas voir ce qu'on est en train d'écrire. Donc c'est vraiment super bien fait. Et la personne était super. C'est vraiment des gens qui sont formés. Et donc moi elle m'a expliqué elle m'a dit c'est grave ce que vous avez subi. Vous pouvez porter plainte pour tel fait. Elle a qualifié les faits parce que pareil on n'est pas toujours c'est pas toujours facile pour nous de qualifier les faits. Moi je savais pas que du coup c'était une plainte pour avec personne ayant autorité sur moi. Je savais pas du tout que ça pouvait être qualifié comme ça. Je pensais vraiment que ça c'était les parents ou des choses comme ça, mais non, pas forcément. Et elle a bien qualifié les faits. Elle m'a dit si j'avais le droit encore de porter plainte ou si c'était prescrit. Donc là elle m'a dit que c'était pas prescrit puisque j'étais mineure, etc. Enfin elle m'a dit exactement les périodes qu'il y avait, etc. Même si on peut trouver les informations sur internet, c'est toujours bien qu'il y ait quelqu'un comme ça qui nous dise et puis c'est des gendarmes, c'est des policiers, c'est vraiment des gens qui sont formés là-dessus. Elle a été super douce, même si c'était à l'écrit, j'ai ressenti qu'elle était super douce et elle m'a incité. Donc elle m'a dit les possibilités si je voulais pas porter plainte, si je voulais faire de façon anonyme, quelles possibilités il y avait, mais aussi quelles conséquences il y avait derrière. Et du coup elle m'a dit je vous propose un rendez-vous au commissariat, et du coup c'était quelqu'un qui était déjà informé de ma situation avant que j'arrive. Et donc ça facilite les choses parce que du coup on a un rendez-vous. Ça facilite d'aller au commissariat, de juste on a un rendez-vous, on y va. C'est eux après qui te rappellent, mais
Ça se fait très bien du coup. Et quand on y va... Du coup, c'est la personne avec qui t'as échangé, qui t'a reçu? Non, pas du tout. C'est une autre personne. Parce qu'en fait, quand on échange, c'est une plateforme nationale, donc c'est quelqu'un, ça doit être un service spécifique D'accord. qui fait que ça. Je pense, qui fait que ça, répondre au chat ou à certains appels peut-être. Et donc non, c'était pas du tout ça, mais c'était en fait, moi du coup vu que j'étais mineur, c'était quelqu'un de la brigade des mineurs, donc forcément c'est aussi quelqu'un qui était plus formé à ces sujets-là, et c'est quand même quelqu'un qui va avoir, ils peuvent choisir s'ils prennent ton dossier ou pas entre guillemets, se répartir entre eux. Donc si c'est quelqu'un qui est pas forcément, quand on va au commissariat comme ça, on tombe sur n'importe quel policier, alors que là on tombe sur quelqu'un qui a bien voulu prendre entre guillemets notre qui est déjà dossier. qualifié du coup pour ce genre de Oui. pour ce genre de sujet, quoi. Oui. Comment tu t'es sentie quand, juste déjà au moment où t'étais sur cette plateforme et que la personne t'expliquait du point de vue juridique ta situation, tes options, etc. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Déjà ça fait toujours bizarre forcément, puisque c'est pas très agréable non plus, mais ça fait du bien déjà de voir que quelqu'un te dit c'était fait grave ce que vous avez vécu, vous pouvez en parler. Et ils m'ont demandé est-ce que vous en avez déjà parlé à des gens. Donc si tu dis moi j'ai dit que oui, et du coup elle m'a dit c'est très bien que vous en ayez déjà parlé. C'est vraiment quelqu'un qui, c'est pas que un gendarme ou un policier qui va te parler et qui est en mode c'est juste les faits et puis c'est tout, quoi. C'est quelqu'un qui va un peu t'accompagner, même si c'est pas non plus un psy, mais c'est quand même quelqu'un qui est formé, donc qui t'accompagne vraiment. Donc moi ça m'a vraiment fait du bien, justement, et ça m'a vraiment du coup j'avais je crois 1 ou 2 semaines avant d'avoir un rendez-vous avec le policier, et ça m'a vraiment permis de bien réfléchir, de savoir les options que j'avais, de me dire je peux aller là-bas et en fait sans porter plainte, en faisant ce qu'il m'avait dit anonymement. Et du coup je savais que j'étais pas obligée de porter plainte, et du coup ça m'a rassurée de me dire je peux encore faire machine arrière entre guillemets, je suis pas obligée vraiment de porter plainte. Et donc du coup la procédure à ce moment-là, donc tu termines la conversation sur internet, donc du coup après tu disais c'est eux qui te rappellent, c'est ça? Oui, parce qu'en fait du coup selon là où tu es situé, ils transfèrent le dossier sur le poste, le commissariat de police qui est là-bas, et après c'est une personne de ce service-là qui nous appelle, et voilà. Et donc entre le moment où tu as eu cette conversation sur internet et le moment où on t'a appelé, il s'est passé combien de temps à peu près? Peut-être 3-4 jours, et puis en plus c'est vrai qu'ils sont bien aussi, parce que quand j'avais eu le chat, la personne m'avait dit si jamais personne ne vous contacte, revenez me parler sur le chat, et comme ça je les relancerai, parce que ça peut arriver que s'ils ont trop de demandes ou voilà, qu'ils ne contactent pas forcément. Moi ça n'a pas été mon cas, mais du coup c'est pareil, ils te rassurent en te disant revenez sur le chat et on les relancera, etc., quoi. Ok. Et donc du coup ils t'ont appelé pour te donner un rendez-vous, c'est ça? Oui, c'est ça, ils m'ont appelé pour me donner un rendez-vous, peut-être 1 ou 2 semaines après, c'était pas très longtemps après, selon aussi mes disponibilités du coup. Ok, et donc du coup quand t'es arrivé, ils avaient déjà l'essentiel de ton dossier? Il avait lu tout, je pense qu'il avait lu toute la conversation entre guillemets, et ça s'est super bien passé. C'était vraiment quelqu'un, c'était quelqu'un de la brigade des mineurs qui était vraiment formé sur ces sujets-là, mais ça s'est super bien passé. Donc j'ai réexpliqué tout ce qu'il y avait à expliquer pour déposer la plainte. Je lui ai dit que j'hésitais à porter plainte, etc. Et limite, je lui ai pas demandé, mais je lui ai dit qu'est-ce que vous me conseillez, etc. Et lui il m'a dit moi, il m'a pas dit je te conseille ça. Il m'a dit moi, parce qu'il avait il a un enfant, donc il m'a dit moi si c'était mon fils à qui ça arrivait, je lui dirais, je voudrais qu'il porte plainte, quoi. Donc du coup, après j'étais déjà partie en y allant en me disant je pense que je porterai plainte, sauf si ça se passe pas bien au commissariat, là je porterai pas plainte. Ça s'est bien passé, donc j'ai porté plainte. Même si j'avais peur quand même, je me suis dit bon allez, faut le faire. Si je le fais à fond. Donc je me suis dit en fait je voulais pas avoir de regrets, parce que c'est un peu le même principe que quand j'avais appelé, quand je voulais appeler l'organisme pour savoir si c'était arrivé à d'autres personnes. Parce qu'en fait, ce qui m'empêchait d'avancer, moi, c'était vraiment la culpabilité de me dire, ça se trouve, il y a d'autres personnes à qui ça arrive. Et en fait, moi, je le sais parce que je l'ai vécu, et je dis rien et je reste dans mon coin. Donc, j'étais pas capable de parler. C'était difficile aux périodes où je pensais ça. Mais du coup, quand ça allait mieux, je me suis dit là, si je vais au commissariat, j'y vais, je porte plainte, je fais pas le truc à moitié, parce qu'après je vais regretter en me disant j'ai pas fait ce que j'aurais pu, et du coup ça se trouve il continue parce que moi j'ai pas porté plainte, alors que si j'avais porté plainte ce serait arrivé. Ça aurait pu changer quelque chose, ou le et si qui fait que, donc je me suis dit si j'y vais, je veux pas avoir de regrets après, je le fais vraiment, quoi. Donc j'ai porté plainte. Et Ok, donc c'était ça en fait qui t'avait porté dans le dépôt de ta plainte, c'est ce côté protéger d'autres personnes.
Oui, c'est exactement ça qui m'avait motivée, parce que je savais que j'étais pas la seule fille, enfant, fille à cet organisme-là, donc je me disais toujours, est-ce qu'elle a vécu la même chose que moi? Est-ce qu'il y en a d'autres encore qui ont pu vivre la même chose? C'était vraiment quelque chose qui m'empêchait vraiment d'avancer dans ma vie. Et du coup, tu disais que tu avais un peu peur au moment de déposer ta plainte. Tu avais peur de quoi exactement? Bah, déjà, j'avais peur, entre guillemets, que ça sache, parce que déjà, je n'en avais pas parlé à ma famille, mes parents, par exemple, n'étaient pas au courant. Donc, je me disais, bah, si après, par exemple, parce que c'est arrivé quand j'étais mineure, donc quand je porte plainte, si la police, ils viennent voir ma mère pour lui demander des détails et qu'elle est pas au courant, enfin, voilà, c'est délicat, quoi. Donc, il y avait ça. Donc, du coup, j'en ai parlé avant d'aller au commissariat. C'est là où je me suis dit, c'est là que ça m'a fait un déclic en me disant, bah là, je suis pas, enfin, si je vais porter plainte, si potentiellement je vais porter plainte, il faut que j'en parle à mes parents, quoi. Donc, voilà. Et puis, bah, tous les autres à côté, hein, le fait que lui, il sache que j'ai porté plainte, qu'il puisse me retrouver, ou je sais pas, qu'après, il y ait des gens dans la ville qui le sachent, enfin, des choses comme ça, quoi. Okay. Qu'est-ce qui a fait que tu l'as quand même fait, du coup? Bah, c'est le fait de me dire, comme ça je regretterai pas, j'aurais aucun regret si jamais, potentiellement ça arrive à d'autres personnes, ou ça arrive dans le futur à d'autres personnes, je saurais que c'est pas, que j'ai fait ce que j'avais à faire, entre guillemets. Ok. Et du coup, globalement, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté aujourd'hui d'avoir porté plainte? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Bah, ça a changé vraiment beaucoup de choses, notamment parce que déjà, ils m'ont envoyé voir la psy. Et en fait, il y a une psy au commissariat, je ne savais pas, mais c'est super bien, il y a une psy au commissariat. Donc déjà, il y a une association, ils t'envoient vers l'association, qui, elle, peut te diriger soit vers le psy, soit vers d'autres choses selon ton vécu. Pareil, elle a été super sympa, elle m'a envoyé après vers la psy, qui a été super sympa, qui du coup m'a envoyé après vers une autre psy. D'ailleurs, la psy du commissariat est gratuite. C'est pareil, ça peut être bien aussi quand on vient de vivre des choses comme ça, c'est bien. Mais du coup après elle m'a renvoyé vers une autre psy en me disant bah je pense qu'elle vous conviendra, parce que du coup elle me connaissait un petit peu, donc ça a changé beaucoup de choses, ça a entamé un processus, parce qu'après c'est avec cette psy là que ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie, où je me suis sentie beaucoup mieux, enfin ça a libéré plein de choses. Super, quand tu dis ça a libéré plein de choses, tu vois quoi comme changement du coup dans ta vie aujourd'hui entre le avant et le après? Bah déjà juste après la plainte, enfin quelques jours, semaines après la plainte, et du coup en parallèle où j'y voyais bah soit la psy du commissariat, soit ma psy d'après. Déjà au niveau de la sexualité, ça a vraiment, c'était le jour et la nuit. Même mon copain il me disait je te reconnais pas. Enfin j'ai l'impression que c'est plus la même personne. Enfin parce que j'étais tellement sur la défensive avant, alors que là j'allais vers lui et lui il avait pas du tout l'habitude. Enfin ça a vraiment. Bon, après ça a pas été une période qui a duré très longtemps, mais ça. Je pense que c'était un peu une période où j'avais besoin de reprendre un peu de possession de mon corps en fait après avoir porté plainte. Du coup je me suis dit bah là c'est bon, je reprends je reprends ma vie en main. Le pouvoir, quoi. Et du coup, ça a changé exactement. Ok, donc surtout au niveau de ta sexualité, est-ce que tu as vu d'autres changements? Bah, après au niveau du coup, pour moi la sexualité c'est un peu la sous-couche. Donc si ça va mieux au niveau de la sexualité, en fait ça va d'abord mieux dans ma tête et dans ma vie en général avant que ça aille mieux dans la sexualité. Donc si ça allait mieux à ce niveau-là, c'est que vraiment ça allait, je me sentais super bien, j'étais vraiment beaucoup mieux. J'y pensais plus du tout à ce qui m'était arrivé. C'était pas des périodes, parce que des fois il y a des périodes noires totales où t'es dans ton lit, tu dors pas la nuit, tu penses à ça tout le temps, impossible de dormir, etc. Vraiment des périodes compliquées. Et là, du coup, c'était vraiment des périodes où j'allais super bien, j'étais vraiment au top, quoi. Bien. Est-ce que tu te rappelles d'un moment précis où tu t'es rendu compte de ces changements, où vraiment tu t'es dit waouh, c'est fou. Bah, le moment où je m'en suis vraiment rendu compte, c'est quand j'étais en vacances, parce qu'en plus j'étais du coup détendue totalement avec les vacances. C'était 2 mois après la plainte et là ça allait nickel, quoi. Et du coup j'ai vécu mes vacances. J'ai vécu les meilleures vacances de ma vie. J'étais vraiment super bien. J'étais vraiment détendue totalement. En plus, il y avait pas le travail, il y avait pas tout ça. Donc, il y avait vraiment, là, il y avait plus aucun obstacle qui m'embêtait dans ma vie, quoi. Ok. Trop bien.
Et du coup, ta vie aujourd'hui, donc ça fait combien de temps là du coup que t'as porté plainte? Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai porté plainte. Un peu plus d'1 an. Et, qu'est-ce qui s'est passé derrière du coup? Au niveau de la plainte, du coup. Oui. Alors après, c'est là où c'est un peu moins drôle puisque du coup, les policiers ils font l'enquête. Donc ils vont voir à l'organisme où ça s'est passé, etc. Enfin, ils vont poser plein de questions par-ci par-là. Et une fois qu'ils sont prêts, en fait, moi, il me tenait bien au courant à chaque fois le policier à qui j'avais déposé la plainte. Et il me tenait bien au courant. À chaque fois, il me disait bon bah là, on en est à tel endroit. Donc là, si ça prend un peu de temps, c'est parce que si, c'est parce que ça. Il m'expliquait bien tout. Et donc il t'explique que tu vas avoir une expertise psychologique, enfin dans mon cas en tout cas, ce que le procureur peut la demander ou peut ne pas la demander d'après ce que j'ai compris, donc là il l'avait demandé, où tu vas avoir une expertise psychologique, et suite à l'expertise psychologique, il t'explique que bah soit la personne ira en garde à vue, selon les suites du coup de l'expertise psychologique, la personne ira en garde à vue ou non du coup. Et mais du coup il t'explique quand même aussi, enfin c'est très stressant parce qu'il t'explique que du coup la personne, si elle est en garde à vue, il faut aussi que tu te prépares au fait que potentiellement si elle avoue pas ou si ça se passe pas totalement comme ils veulent, ils peuvent te demander à venir faire une confrontation et que tu peux te faire accompagner par un avocat, mais puis ils peuvent te demander à faire une confrontation que tu peux dire oui ou non. Mais moi vu que j'étais toujours dans le j'y vais jusqu'au bout, je me suis dit même si ça me plaît pas de faire ça, je le ferai quand même parce que je veux pas regretter après en me disant voilà. Mais ça me stressait énormément, donc pareil, enfin j'avais pas déjà rien que le fait de dire la personne va aller en garde à vue parce que toi t'as porté plainte, ça c'était quelque chose qui me braquait un petit peu déjà. Il s'est passé combien de temps du coup entre le moment où t'as porté plainte et le moment où il y a eu l'expertise psychologique? Très longtemps, parce qu'après l'expert psy était pas disponible en fait à ce moment-là, donc du coup ça s'est passé franchement peut-être bien 4-5 mois après, je pense. Okay. Donc c'est assez long, donc il y a une période un peu où du coup t'y penses plus, puis après on te rappelle pour te dire peut-être que là et là tu vas avoir un rendez-vous, etc. Donc là tu commences à restresser. Après l'expert psy te rappelle pour te dire on va convenir d'un rendez-vous tel jour. Et donc du coup j'étais hyper stressée avant d'aller à l'expertise psy. C'était vraiment je pense que déjà je le sentais pas, j'étais déjà dans l'appréhension totale, je le sentais vraiment pas, j'étais pas sereine en fait d'y aller, je sais pas, j'étais pas très à l'aise. Et du coup si j'y ai été, et ça c'est moi j'étais pas à l'aise du tout quand ça s'est passé, j'étais vraiment pas à l'aise. La personne n'a pas trop su forcément me mettre plus à l'aise que ça. En plus, elle m'a dit, on en parlera. Bon, déjà, c'était un homme, mais il m'a dit, vu que vous avez déjà dit ce qui s'est passé pendant la plainte, là, on n'en reparlera pas plus. Sauf qu'en fait, il m'a quand même demandé de lui dire ce que je m'étais souvenu quand je m'en suis souvenu, les détails précis de ce que je m'étais souvenu, parce que déjà moi j'avais du mal à mettre des mots là-dessus à ce moment-là. Déjà maintenant c'est un peu difficile, donc là c'était vraiment, j'étais pas capable. Donc j'avais vraiment beaucoup de mal à mettre des mots là-dessus, et du coup je me suis dit en fait ça me fait reparler de ce qui est arrivé, parce que si je parle de ce que je me suis souvenu, c'est ce qui est arrivé. Donc ça m'a vraiment déstabilisé. Il y a beaucoup de choses comme ça qui m'ont déstabilisé, et ça s'est passé assez rapidement, parce qu'il m'avait dit en gros fallait que je cale 3 heures, fallait que ça pouvait durer jusqu'à 3 heures, et en fait au bout de 1 heure et demie j'étais sortie. Et okay. ça s'est vraiment pas bien passé, et du coup forcément, pas forcément, mais il a mis quand même quelques temps à faire son rapport. Je pense qu'il doutait un petit peu de ce il savait pas, je pense qu'il savait pas trop, donc il a mis beaucoup de temps à y réfléchir à mon avis. Et finalement il a comment dans son rapport, en gros il s'est pas prononcé, et il a dit qu'il savait pas que ça pourrait potentiellement être une création de virus, et donc du coup la plainte après a été classée sans suite. Création de virus, tu peux expliquer ce que c'est
Après je suis pas trop une professionnelle parce que même moi je ne savais pas ce que c'était à ce moment-là, parce que même lui ne m'a pas expliqué quand j'y étais ce que c'était. Enfin je me rappelle qu'il m'avait dit oui, je veux que tu me dises exactement ce que tu t'es souvenu pour savoir, parce que je pense à quelque chose mais je peux pas te le dire comme ça, faut que je te le dirai après. Donc moi je lui ai expliqué, puis en fait après il a oublié de m'expliquer, donc du coup je suis ressortie sans savoir ce qu'il pensait. Et j'ai appris ça du coup par le policier. Et donc c'est un peu difficile d'expliquer ce qu'est une création de virus, que même moi je sais pas vraiment dans les détails, enfin j'ai pas mais après j'en ai parlé un peu avec ma psy, et du coup c'est quand je sais même pas dans quel cas exactement ça arrive, c'est quand tu te crées, enfin il y a des souvenirs qui sont créés, mais généralement ils sont créés parce que quelqu'un pas te dit quelque chose, mais ils sont créés parce que il y a quelque chose, parce que si c'est un viol par exemple, ça t'a été induit par une personne qui t'en a parlé ou qui t'a sous-entendu des choses, etc. Mais moi c'était pas du tout mon cas, mais parce que ma psy après m'a dit moi j'ai jamais pensé à ça pour vous, même si ça existe et je sais que ça existe, mais j'ai jamais pensé à ça pour vous. Du coup elle m'a reposé des questions et elle m'a dit au vu de ce que vous me redites encore là, je pense pas que ce soit votre cas. Après on peut pas être sûr de toute façon. On peut jamais être sûr, parce que même moi du coup ça m'a fait beaucoup douter forcément. Enfin j'ai pris ça un peu en pleine face, c'était un peu violent de prendre ça. Enfin je m'y attendais pas du tout, parce que normalement il aurait dû m'en parler mais il a oublié. Et je veux dire, il dit ça mais il dit pas tiens faut faire ci ou ça, parce que moi je me suis dit si c'est une création de virus, alors qu'est-ce que je dois faire, parce que moi je ressens quand même que j'ai vécu des choses, donc si je ressens ça, d'où ça vient et comment retirer ça si c'est faux. C'est hyper dur ce truc-là, parce que évidemment quelqu'un d'extérieur peut difficilement juger si c'est quelque chose qui t'est vraiment arrivé ou pas. Toi-même, quand tu sors d'une amnésie traumatique, c'est difficile du jour au lendemain de te souvenir quelque chose. Donc forcément, il y a des doutes déjà en toi. Quand quelqu'un qui est censé être un professionnel vient te rajouter du doute par-dessus, c'est hyper dur. Et je trouve ça effectivement pas très correct de sa part. En tout cas, il y a un truc à préciser pour les personnes qui nous écoutent et peut-être qui vivent la même chose, c'est que en fait, peut-être qu'on saura jamais si c'est vraiment arrivé ou pas, mais en fait c'est pas le sujet. Le sujet c'est ce que vous vivez, et c'est ça la réalité, c'est ce que vous vivez aujourd'hui, c'est la souffrance que ça vous crée. Alors dans le dépôt d'une plainte, évidemment on est sur autre chose et la vérité factuelle prévaut, mais d'un point de vue psychologique, accompagnement et sur la légitimité de votre souffrance, peu importe en fait que ce soit arrivé ou pas, le fait est que ce que vous vivez aujourd'hui est là, est réel, crée de la souffrance, et ça c'est légitime, et ça ne se remet pas en question. Exactement. Mais c'est vrai que je pense que ça avait été par exemple le policier qui m'avait dit ça, enfin que c'était lui qui avait pensé ça et qui m'avait dit ça, je l'aurais moins mal pris que de me dire c'est un expert psy qui me dit ça. En fait normalement il a du poids, en plus il avait dit dans son rapport qu'il s'était fait aider d'une autre personne. Alors moi je me disais j'avais dit à ma psy, ça veut dire que l'autre personne elle pense ça, et ma psy elle me dit mais pas du tout, c'est comme moi, vous me demandez si ça existe, je vous dis oui et je vous explique ce que c'est, mais ça veut pas dire que je pense que c'est votre cas, et lui il vous a pas vu donc il peut pas savoir non plus. Enfin moi je me faisais toute une mais c'est vrai que c'est tellement délicat de voir ça. Mais bon, après j'en ai parlé par exemple avec mon copain, je lui ai dit tu penses que c'est possible que ce soit ça et tout, et il m'a dit je sais pas si t'as vécu ce truc là particulier, parce que pareil j'étais pas là, je peux pas savoir, mais il m'a dit t'as forcément vécu quelque chose, parce que tes réactions c'est pas des réactions c'est pas juste quelqu'un qui est par exemple asexuel, comme j'avais pu penser que je l'étais avant. C'est pas juste des réactions de quelqu'un qui est asexuel quand tu fuis le sexe comme ça, quand tu ressens un dégoût du sexe comme ça, c'est pas juste que tu ressens rien par rapport à ça, quoi. C'est que tu ressens quelque chose de très négatif par rapport à ça, et que ça vient de quelque part, quoi. Plein de sagesse, ton copain. Totalement. Ok, donc du coup, après cette plainte, cette expertise, il y a eu un jugement ? Non, parce que du coup ça a été classé sans suite. D'accord. Donc ça s'arrête là. Comment tu l'as vécu toi du coup, ce classement c'est pas vraiment le classement sans suite que j'ai mal vécu, parce que ça je m'y attendais. Par exemple moi mon copain il était pas trop chaud pour que j'aille porter plainte, parce qu'il me disait ça va forcément te faire souffrir, puisque il y a beaucoup de chances que ça va mène nulle part, donc ça va forcément te faire souffrir. Donc moi j'y étais allée blindée en me disant de toute façon j'y vais, mon but c'était pas j'y vais pour que ça aboutisse à quelque chose, c'était vraiment j'y vais pour ne plus culpabiliser, me sentir mieux par rapport à ça. Moi j'aurais fait ce que j'ai à faire, quoi.
Donc du coup, je me suis d'une part sentie mieux parce que j'avais peur des suites de la plainte, que la personne aille en garde à vue, que moi je dois y aller à la confrontation, et puis après s'il y a un jugement ou s'il y a des choses, enfin j'appréhendais vraiment cette partie-là. Donc du coup ça m'a soulagée parce que je me suis dit bah j'aurais pas à vivre ça. Quelque part, c'était une bonne chose pour toi à ce moment-là que ce soit classé sans suite au final. Oui, bah si on prend juste moi, si ça arrive à personne d'autre, oui. Après je me dis si ça arrive à d'autres, enfin s'il y a pas que moi, bah parce que du coup je ne sais pas si ça arrive à d'autres personnes, enfin si cette personne-là a fait ça à d'autres personnes que moi. Ça c'est un peu l'inconnu et du coup je me dis je préfère rester dans le déni parce que si ça arrive à d'autres personnes, voilà. Mais si ça arrive à d'autres personnes, ça se trouve il continue encore, surtout que je sais qu'il travaille encore avec des enfants et adolescents. Donc voilà. Sur ce plan-là, mais moi-même ça m'a soulagée de pas avoir à affronter les suites. Et par contre, du coup, au niveau de l'expertise psy, du coup, ça m'a fait un peu douter. Enfin, ça m'a mis vraiment dans une mauvaise période. Mais au niveau, enfin, ça m'a soulagée d'un côté et fait du mal de l'autre à ce niveau-là, de me dire que un expert psy, il pense ça, quoi, et que voilà. Et du coup, moi, ça m'a fait douter. Je me suis dit, imagine, ça m'est vraiment pas arrivé. Enfin, surtout que des fois, quand on y pense tout le temps. Parce qu'il y a des périodes où tu vas, enfin, moi je sais que je ressassais ça, j'avais des pensées obsessionnelles là-dessus, j'y pensais tout le temps, je dormais pas la nuit, etc. Il y a des périodes où tu te dis mais en fait ça se trouve ça m'est pas arrivé en fait, enfin j'y pense tellement tout le temps qu'en fait tu te dis c'est pas possible que ça me soit arrivé et je revivais un peu le au début quand je me suis souvenue et que je me suis dit bah non c'est pas possible, ça m'est pas arrivé. Des fois j'avais un peu ce truc là et je l'avais eu un peu juste avant d'aller porter plainte en mode mais je pense que c'était un peu une façon pour moi de fuir et de pas aller porter plainte en me disant non mais ça m'est pas arrivé, donc je vais pas porter plainte. C'était un peu pour fuir, mais finalement je me suis ressaisie et j'y ai quand même été. Enfin, je sais au fond de moi, enfin pour moi ça m'est arrivé, donc voilà. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé ensuite pour toi après parce que du coup ce classement sans suite c'était il y a combien de temps? C'était au tout début 2023. Ok. Et du coup, comment ça va depuis pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va mieux parce que déjà j'ai plus la culpabilité, je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire, même si j'ai un peu de regret en me disant ça se trouve si j'avais dit telle chose à l'expert psy, ça serait pas passé comme ça, etc. Mais bon, je me dis, enfin voilà, s'il avait voulu, il aurait pu aussi me poser plus de questions, enfin il aurait pu aussi faire d'autres choses voilà. Mais sinon dans ma vie en général ça va vraiment beaucoup mieux parce que déjà j'ai tout ce poids là en moins, j'ai plus le poids de la plainte sur moi. Et du coup j'ai continué un peu à voir ma psy, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et pas longtemps après, enfin c'est un peu étonnant, mais pas longtemps après, c'est là où j'ai arrêté totalement d'aller voir ma psy parce qu'en fait j'allais mieux. Alors que pas longtemps avant, il y avait eu la plainte qui était classée sans suite et que j'aurais pu justement m'effondrer. Et en fait, je pense que ça m'a redonné un petit coup en me disant c'est terminé, maintenant c'est derrière moi, quoi. J'ai plus à penser à tout ça. Mais il y a quand même des périodes un peu forcément de moins bien, mais c'est beaucoup moins présent dans ma vie. Il y a des périodes où j'y pense jamais, quoi. Genre là, récemment, enfin, par exemple, sur ce mois-là, j'y pense quasiment pas, quoi. Là, du coup, j'en parle parce qu'il y a le podcast, etc., qui était prévu, mais je me suis dit, ça fait longtemps que j'y ai pas pensé, quoi. Et je me suis dit, c'est déjà un truc génial. Enfin, il y a plein de choses comme ça, rien que le fait d'en parler plus librement, parce que maintenant, j'en parle vraiment assez librement. Enfin, même à des gens, des fois, autour de moi, ça m'est déjà arrivé de parler avec quelqu'un et lui dire, au tout début, de dire, j'ai des problèmes, ou quand c'est des périodes un peu down, de dire, j'ai des problèmes, avec en parler à une copine, quoi, tes problèmes avec la sexualité, qu'elle te dit, mais moi aussi, ça m'est arrivé, des choses, en me disant, moi, j'ai des problèmes avec ça parce que j'ai subi telle chose, et je dis, oui, mais moi aussi, donc, et du coup, après, on en parle, et je me rends compte que en parler, c'est ce qui est le mieux et c'est ce qui fait avancer le plus, en fait. Parce que tout garder pour soi, après, c'est là où tu restes dans ta période sombre et tu t'arrives pas à en sortir. Excellent. Bravo. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais, bravo, parce que c'est un sacré parcours. Si tu compares là ta vie à ce qu'elle était avant que tu commences à en parler et à porter plainte, tu dirais que c'est quoi les grosses différences? Je dirais que ça n'a rien à voir déjà parce qu'avant j'étais même pas capable de juste dire telle chose m'est arrivée ou de juste en parler. Enfin, même à mon copain la première fois que j'en ai parlé c'était par message, quoi, parce que j'étais pas capable d'en parler plus que ça.
Bon, après, ça allait mieux avec mon copain, mais du coup, je t'en parlais nulle part ailleurs. Maintenant, genre, je suis capable d'en parler. Enfin, même quand le fait d'aller porter plainte, j'aurais jamais cru ça. Si on m'avait dit ça au tout début que je m'en suis rappelé, j'aurais dit, mais jamais de la vie, j'irai porter plainte un jour. En fait, ça, c'est impossible. J'irai pas porter plainte. Et si, je l'ai fait. Enfin, je suis contente quand même de l'avoir fait, même si ça a pas apporté que des trucs positifs, du coup, forcément, mais, ça m'a libérée d'un poids. Et en fait, c'est ça le plus important, c'est on n'est pas obligé de porter plainte, mais faut le faire si nous on sent qu'on a besoin. Enfin, moi je sentais que j'avais besoin de le faire et que j'irais pas mieux en fait tant que je le ferais pas. Et par exemple, mon amie avec qui justement j'en avais parlé la première fois, elle, ça lui est arrivé ce truc-là, et elle est pas capable d'en parler, et elle m'a dit, pourtant elle sait qu'il y a d'autres personnes à qui c'est arrivé, qu'elle est pas la seule, mais elle me dit je n'irai jamais porter plainte en fait, c'est pas possible, j'irai pas porter plainte et j'en parlerai pas à ma famille, des trucs comme ça, jamais de la vie j'en parlerai. Elle m'a dit c'est impossible. Et donc bon, après il reste les amis à qui on peut en parler, etc. Mais même son copain, elle veut pas lui en parler. Et moi je me rappelle, j'en avais parlé du coup à ma psy en disant mais est-ce que c'est bien de pas en parler à son copain comme ça, parce que moi je conçois pas de pas en parler à ton copain puisque tu vis avec ça au quotidien. Donc pour moi, si t'en parles pas à ton copain, ton copain il peut pas comprendre certaines réactions que t'as, etc. Et bon, je pense que son copain il s'en doute quand même. Enfin, il se doute en tout cas qu'elle a vécu des choses, à mon avis, je pense. Et même ma psy, elle m'avait dit, après, si eux, ça leur convient, il y a pas, chaque personne est différente, et si eux, ça leur convient, si eux, ils sont bien dans leur couple comme ça se trouve, en parler, ça va tout changer et ça va casser quelque chose, alors que elle-même, elle a pas envie d'en parler. Et donc, du coup, moi, après, je lui ai dit, du coup, continue comme ça si t'es bien comme ça. Alors qu'avant, j'étais en mode, vas-y, parle-en. Mais je pense qu'il faut quand même en parler. Enfin, je pense que, par exemple, en parler avec moi, ça lui a fait du bien, de pouvoir en parler avec quelqu'un qui a vécu des choses similaires à toi, en fait. Même si t'en parles pas forcément à tes proches parce que t'as pas envie de leur faire du mal ou parce que t'as pas envie que ça change ta relation avec eux. C'est quand même bien d'en parler soit à des professionnels, soit à des gens qui ont vécu la même chose que toi. C'est bien que tu mettes de la nuance parce qu'effectivement, c'est pas n'en parler à personne ou en parler à tout le monde. Il y a en parler avec certaines personnes, soit qu'avec des professionnels, soit qu'avec des amis, soit qu'à ses parents, soit qu'à son copain, soit à des inconnus complets, parce que des fois c'est aussi plus facile de parler à des gens qu'on connaît pas. Et puis ça peut être aussi pas maintenant et plus tard, peut-être à un moment et plus jamais. En fait, tout est ok du moment que ça fait du bien. Voilà. Après, il y a ce moment d'appréhension, cette peur qui fait qu'on va pas forcément être bien au moment de le faire, mais il y a ce soulagement, surtout quand on arrive à en parler à des personnes. Si je devais donner un conseil, moi, sur comment en parler, et je te laisserai donner ton conseil aussi peut-être derrière, ce serait de choisir une personne auprès de qui on sait qu'on va être accueilli. On sait qu'on va pas être jugé parce que c'est assez terrible quand on garde quelque chose pour soi depuis des années d'être confronté à quelqu'un qui comprend pas, qui ne veut pas comprendre, qui reçoit ça très mal et ça risque de braquer pour la suite, alors que c'est une personne qui l'a mal reçu, c'était juste pas la bonne personne. Mais il y en a beaucoup des bonnes personnes à qui on peut parler aussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et justement, j'allais dire la même chose, c'est au moins d'en parler à une personne, que ce soit sa meilleure amie. Moi, c'était mon copain. Mais par exemple, mon premier petit copain qui j'en avais parlé, il avait pas du tout bien reçu l'information et il s'était braqué. Enfin, après, c'est parce que lui, il voyait ça super mal et ça lui faisait du mal, je pense. Mais du coup, il m'a braqué. Et c'est très difficile après de remonter par rapport à ça. Alors c'est bien de trouver au moins une personne à qui on peut en parler, mais même une psy, c'est super bien. Mais après faut oser en parler, faut se sentir bien avec la personne, parce que pareil, les psys, il y en a des biens, il y en a qui sont bien pour nous et d'autres qui sont moins bien pour nous selon faut déjà matcher avec la personne, se sentir bien avec elle pour lui confier des choses comme ça aussi intimes, c'est pas facile non plus. Exactement, oui, il y a des psys où ça passe pas, et faut pas hésiter à changer. C'est pas que les psys en général, c'est pas fait pour vous, c'est peut-être juste que c'était pas la bonne personne, ou peut-être pas le bon type de thérapie pour vous à ce moment-là. En tout cas, il y a vraiment plein d'options et une mauvaise expérience doit pas vous
vous cassez dans votre volonté d'aller mieux, quoi. C'est ça. C'est ça. Moi, j'avais même vu une sexologue et franchement, elle était vraiment mais nulle, quoi. Limite, elle m'a créé des blocages en plus, alors que j'en avais déjà beaucoup. Elle m'a recréé des blocages en plus et enfin, faut faire attention aussi parce que des fois, il y a des professionnels qui sont pas, par exemple, les sexologues, il me semble qu'ils sont pas vraiment de diplôme. Enfin, c'est juste une formation, donc il y en a qui peuvent ne pas être bons du tout en fait, et donc faut vraiment faire attention à qui on prend et faut pas prendre n'importe qui. C'est pour ça que c'est bien aussi des fois de voir avec des professionnels, puisqu'ils vont te conseiller des gens, des personnes qui connaissent et des fois ils ont des bons retours et qui savent que c'est des personnes qualifiées et qui vont vraiment t'aider là-dessus. Donc c'est bien aussi de faire marcher un peu le bouche à oreille entre guillemets, mais c'est pas facile d'en parler. C'est pour ça que c'est bien de voir avec des professionnels comme des sages-femmes qui connaissent des psychologues, etc. Enfin vraiment de Super conseil. Du coup, qu'est-ce qui est devenu possible pour toi auquel tu t'attendais pas depuis? Bah déjà rien en parler. C'est enfin ça pour moi c'était impossible déjà avant. Et enfin juste me sentir mieux au niveau de la sexualité, enfin juste que mon copain il vienne vers moi et qu'il me fasse un câlin sans me sentir comme si il allait m'arriver quelque chose alors que pas du tout, enfin qu'il voulait juste faire un câlin sans qu'il y ait autre chose derrière, mais que même ça c'était trop compliqué à gérer quoi derrière. C'est tellement de choses dans le quotidien parce que enfin quand on vit ça, on a tendance à se refermer sur soi et à se sentir pas bien pour tellement de choses dans la vie. Enfin, parce que comme je disais, la sexualité, c'est vraiment la sous-couche c'est parce qu'on se sent déjà pas bien de base, qui fait que petit à petit, en fait, ça amène aussi dans la sexualité. Donc en fait, quand après ça va mieux sur la sexualité, ça va mieux sur tout pour moi. À partir du moment où on se sent bien pour partager son intimité avec quelqu'un et être bien, c'est que vraiment on va beaucoup mieux quoi. Après il y a toujours du chemin à faire de toute façon, c'est assez long d'aller vraiment mieux, ça se fait pas comme ça mais tout est possible et c'est assez long, alors en fait c'est assez variable et ça dépend le degré d'exigence qu'on a aussi sur le chemin. Après quand on regarde en arrière, on se rend compte qu'on a quand même fait une grosse partie. Quand on est dans l'instant présent, on se dit oh là là, il y a encore tout ça à régler, mais quand on regarde derrière, on se dit ah oui, en fait, j'ai peut-être fait déjà 80-90% du chemin, c'est déjà énorme. Après, il y a encore des choses à gérer, mais le chemin que tu as parcouru, il est déjà ouf. Oui, totalement. Et d'ailleurs, enfin oui, c'est bien que tu parles de ça parce que c'est exactement ce que je voulais venir à ce sujet. C'est que c'est vrai que on a tendance, enfin moi j'ai tendance en tout cas à m'auto-flageller quand je suis pas bien en me disant oui regarde tu vois t'avances pas, t'es toujours au même point en fait, alors que quand t'es dans une mauvaise période tu vois pas que t'as évolué en fait, que vraiment moi des fois j'en parlais avec mon copain, il me dit mais bien sûr que si, regarde avant je pouvais même pas m'approcher de toi sans que ça aille pas, maintenant tout ça c'est plus du tout à l'ordre du jour, enfin il y a plus du tout de problème à ce niveau-là alors qu'avant c'était impossible. Et du coup il me dit bah peut-être que sur ça c'est encore compliqué mais ça vient petit à petit ou des fois c'est juste quand c'est une mauvaise période bah du coup enfin pareil je vais plus redormir de la nuit et je vais être enfin dès qu'il va s'approcher je vais mal réagir etc mais c'est parce que c'est une mauvaise période mais on a du mal, enfin moi je trouve, enfin en tout cas moi j'ai du mal à voir à chaque fois le chemin parcouru, mais du coup c'est bien d'avoir des personnes comme ça à qui tu te confies parce qu'après ils voient, ils te disent mais bien sûr que si, sur ça t'as évolué, Ma vision de l'avancée du chemin, c'est que on a tendance à penser que c'est un peu linéaire comme avancée, alors que soit on peut le voir un petit peu comme des trucs en dents de scie. Moi, je le vois un peu en boucle. C'est-à-dire qu'on avance, c'est des boucles qui avancent en fait. C'est-à-dire qu'on avance et puis hop, on va reculer un petit peu histoire de consolider les nouveaux trucs qu'on a vus, et puis on va réavancer, puis on va revenir un petit peu en arrière pour consolider et ainsi de suite. Mais la finalité, c'est qu'on avance quand même toujours. C'est ça. Et les périodes de down, même si elles peuvent toujours être, enfin les périodes de basse, même si elles peuvent être toujours dures, je trouve quand même que après, au bout d'un moment, enfin maintenant, moi je commence à chaque fois je me dis, enfin j'y pense en fait en me disant mais attends là j'allais mieux, là je vais moins bien, mais peut-être que du coup c'est juste une mauvaise passe et qu'il faut que j'attende que ça passe et il y a des moments où on peut juste rien faire, où il faut après en parler pour que ça aille mieux et pas rester dans ce schéma-là. Mais ouais, quand je trouve que ça va de mieux en mieux justement à passer les mauvaises périodes où on se sent pas bien, parce que justement on se dit mais attends la dernière fois j'ai dit ça aussi et en fait ça a été mieux, donc c'est que c'est possible, donc enfin faut juste passer ce mauvais moment et ça ira mieux.
On a déjà arpenté ce chemin, en fait. Donc, même si on retombe un peu, le chemin est déjà tracé. Donc, c'est beaucoup plus facile de remonter. Totalement. C'est plus rapide, c'est plus facile, moins douloureux. Enfin, il y a, quand on a cette période où on replonge un petit peu, ce qui peut arriver régulièrement. Après, effectivement, ça s'espace aussi de plus en plus jusqu'à disparaître. Quand on redescend là-dedans, on peut avoir cette impression de « Ah, mais je suis revenu au point de départ ». Mais en fait, loin de là. C'est ça. Loin de là, et même si, dans l'absolu, on revenait au point de départ, la remontée est 1000 fois plus rapide que le chemin que ça nous avait demandé de faire au départ. Oui, parce qu'on l'a déjà fait, donc c'est ça. Super, on arrive à la fin de ce podcast, on a été un peu bavarde, mais c'est super parce qu'on a vraiment abordé plein de sujets hyper importants et je te remercie pour ces partages, Angelina. S'il y avait un truc à retenir de tout ce que tu nous as dit, ou si tu voulais donner un conseil aux femmes qui nous écoutent, ce serait lequel ? Ce serait de parler et de pas rester dans son coin, peu importe à qui c'est, des professionnels, etc. Enfin, que même si on n'est pas capable d'en parler à ce moment-là, de savoir qu'à un moment, de garder ça dans un coin de sa tête en se disant à un moment peut-être que je serai capable et peut-être que je le ferai, enfin qu'on le fasse quand on le sent, parce que de toute façon faut pas le faire quand tu le sens pas. Chacun a son cheminement de vie, on peut mettre 10 ans à en parler comme on peut mettre 2 jours. Chaque personne est différente et il faut vraiment s'écouter soi-même, faut pas faire des choses quand on sent que c'est pas le moment, parce qu'en fait si on le fait, c'est là où si la personne elle réagit un peu pas super bien, on peut tout de suite stopper tout, et faut vraiment le faire quand nous on se sent prêt en fait. Ok, merci pour ce conseil. Est-ce que tu aurais sur ton chemin rencontré un livre ou un film ou un documentaire ou un podcast ou quoi que ce soit qui t'a aidé, que tu aimerais conseiller ? Après moi ce que j'aimais bien c'est l'émission Ça commence aujourd'hui. Je trouve que c'est une très belle émission où justement avec par exemple Marc Gégère il nous explique un peu tout au niveau même juridique, etc. Et même si moi parfois ça a pu m'énerver en me disant mais il dit de porter plainte, c'est facile de dire ça et tout, mais en fait quand t'es pas capable, mais en fait ça me fait germer quand même l'idée en toi que le jour où t'es capable, tu dis ah oui en fait il avait raison quoi, il faut porter plainte quand tu te sens prêt, etc. Enfin. Ok, je connais pas du tout. Ça commence aujourd'hui, c'est une émission télé ? Ouais, c'était pas, après je sais pas trop, depuis le Covid c'est un peu moins, moi je regarde les rediffusions c'est sur France 2 qu'elle passe. Okay. Donc je regarde, il y a sur YouTube vraiment une super belle émission où ça parle de plein de sujets, pas forcément ce sujet-là, mais ça brasse vraiment tous les sujets. Ok, et ça c'est quelque chose qui t'a apporté sur ton chemin du coup ? Oui, beaucoup, ouais. Ok, super, merci pour le partage. Tu m'as dit que tu étais ouverte à ce que des personnes te contactent au cas où elles ont été touchées par ton témoignage ou qu'elles aient envie d'échanger avec toi. C'est quoi le meilleur moyen pour te suivre ou pour te joindre ? Soit sur Facebook ou Messenger pour parler, ça peut être bien, ou alors sur Instagram, Angelina Lebon, voilà. Ok, super. Merci de te proposer d'être contactée. Merci pour tout ça. Je mettrai du coup en description les moyens de te joindre. Je mettrai aussi le site dont tu as parlé pour discuter par chat si ça peut intéresser nos auditrices, et la référence de l'émission. Merci pour tout ça. Est-ce que tu as envie de rajouter un petit mot, Angelina ? Déjà, merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast. Et après, du coup, que les personnes, elles hésitent pas même à venir me parler, parce que même moi, ça me fera du bien toujours d'en parler, de pouvoir... Bon, après, quand t'es dans une mauvaise période, t'as peut-être pas envie d'en parler, ou dans une bonne période, t'as peut-être pas envie d'en parler, mais ça fait toujours du bien de parler de savoir qu'on n'est pas tout seul, à vivre ça, et de parler à des personnes soit plus avancées que toi ou moins avancées que toi sur le cheminement. Mais voilà, donc ne pas hésiter à venir me parler si jamais on en ressent le besoin. Super, merci beaucoup Angelina. Mais merci à toi. C'est la fin de cet épisode, je te remercie pour ta chaleureuse écoute. Si tu veux être informé des prochains épisodes ou en savoir plus sur comment j'aide les femmes ayant vécu une agression sexuelle à se créer une vie dans laquelle elles se sentent libres, puissantes et épanouies, rejoins ma newsletter sur toujoursunefemme.fr/newsletter. Tu retrouveras le lien en description. Je t'envoie tout mon amour et à très bientôt.